En 1983, alors que la télévision française comptait à peine 3 chaînes et que le paysage audiovisuel était en pleine mutation, un réalisateur français imaginait un futur où des citoyens ordinaires risqueraient leur vie en direct pour le divertissement des masses. Ce film, c'est Le Prix du danger d'Yves Boisset. Presque 40 ans avant que Black Mirror ne devienne le miroir déformant de nos anxiétés technologiques, ce film français posait une question glaçante. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour le spectacle ? Et jusqu'où le spectacle est-il prêt à aller pour nous ? Adapté d'une courte nouvelle de Robert Sheckley, le film met en scène un jeu télévisé mortel où un candidat doit échapper à des tueurs pendant une émission en direct. S'il survit, il gagne une somme d'argent colossale. Le concept, qui paraissait relever de la science-fiction en 1983, s'avère aujourd'hui étrangement familier. Dans cette analyse, nous allons explorer comment Le Prix du danger a anticipé notre relation aux médias, la naissance de la télé-réalité et l'évolution du divertissement vers des formes toujours plus extrêmes. Sorti en janvier 83, Le Prix du danger s'inscrit dans une période charnière pour le paysage audiovisuel français. L'élection de François Mitterrand en 1981 a initié une transformation profonde des médias, avec la loi Filiou qui ouvre la voie à plus de liberté et de diversité dans le secteur. Le monopole des 3 chaînes publiques commence à être remis en question et le débat sur la place de l'argent et de la publicité à la télévision émerge. C'est dans ce contexte qu'Yves Boisset décide d'adapter une nouvelle de Robert Sheckley, The Price of Peril, un texte d'à peine 20 pages qu'il avait découvert des années plus tôt. En particulier, Le Prix du danger est un film que j'avais envie de faire depuis 20 ans. C'est vraiment un sujet qui me tenait extrêmement à cœur. Et j'avais lu la nouvelle de Robert Sheckley, Le Prix du danger, qui était une nouvelle de 4 pages. Faut savoir ça. Dans la nouvelle de Robert Sheckley, il y avait l'idée, qui était l'idée phare, d'une émission de télévision où les candidats, où il y a un candidat qui est le gibier et des candidats qui sont des tueurs et qui, si le type réussit à rester vivant pendant 3 heures, la durée de l'émission, il ramasse une grosse somme d'argent. Si les tueurs, les candidats tueurs, réussissent à l'abattre, c'est eux qui se partagent une grosse somme d'argent. Avec son scénariste Jean Curtelin, Boisset développe considérablement l'univers de la nouvelle, enrichissant les personnages et approfondissant la dimension sociale et politique de l'histoire. Il transforme ce qui n'était qu'une idée esquissée en un véritable pamphlet contre la déshumanisation médiatique et la société du spectacle. Pour incarner les rôles principaux, le choix se porte sur Gérard Lanvin et Michel Piccoli. Lanvin, alors jeune acteur en pleine ascension, apporte une énergie et une sincérité qui rendent crédible son personnage de candidat, seul héros positif dans un monde corrompu. À l'origine, le rôle devait revenir à Patrick Devers, mais suite à son refus puis son décès, c'est Lanvin qui s'empare du personnage de François Jacquemart. Michel Piccoli, quant à lui, incarne avec un talent glaçant le présentateur cynique et manipulateur Frédéric Mahler. Sa performance inquiétante et charismatique renforce la critique acerbe que le film porte sur les médias. On s'était amusé avec Michel Piccoli à composer un personnage de présentateur qui n'était absolument pas dans notre esprit un présentateur de télé particulier. Mais du coup, au contraire, on avait pris bien soin de pas que ça ressemble trop à un présentateur précis. Résultat, arrivé des courses, tous les présentateurs de l'époque ont dit « Putain, on s'est foutu de ma gueule, on m'a ridiculisé. » Alors, de Léon Zitrone, avec cette espèce de suffisance et de culture de gougnafier, Zitrone s'est reconnu. Michel Drucker, qui était déjà un gentil professionnel,
c'est reconnu dans le présentateur joué par Michel Piccoli, avec au milieu d'émissions de variété, de grands couplets sur les petits biafrais qui mouraient de faim. Et Jacques Martin s'est reconnu également dans le personnage de Piccoli. Alors, tout le monde était furieux. Ils ont failli m'attaquer en diffamation. Et avec Piccoli, on était vraiment surpris parce qu'on avait vraiment pris soin que ce ne soit pas tel ou tel. Mais du coup, ils se reconnaissaient tous. Le tournage se déroule principalement à Paris et à Belgrade, choisissant des lieux à l'architecture moderne et impersonnelle comme le quartier du Mont-d'Est à Noisy-le-Grand ou le centre Sava de Belgrade qui servent d'extérieur aux studios de la chaîne fictive CTV. Ces décors froids et monumentaux renforcent l'ambiance dystopique du film et sa critique sociale sans recourir à des effets futuristes artificiels. À sa sortie, Le Prix du Danger rencontre un succès commercial significatif avec près de 1,4 million d'entrées. Mais au-delà des chiffres, c'est par sa vision prophétique que le film marque les esprits et s'inscrit durablement dans l'histoire du cinéma français. Le Prix du Danger va bien au-delà d'un simple film d'anticipation. Il dissèque avec une précision chirurgicale les mécanismes de la télévision comme instrument de manipulation et de déshumanisation. Le concept central du jeu télévisé mortel sert de métaphore saisissante pour illustrer jusqu'où peut aller la quête d'audience. Au cœur du dispositif, le jeu télévisé Le Prix du Danger met en scène un candidat ordinaire, François Jacquemart, qui accepte de risquer sa vie pour sortir de la précarité. Poursuivi par 5 chasseurs pendant 3 heures d'émission en direct, il doit survivre pour remporter une somme colossale. Cette prémisse, qui semblait relever de la pure fiction en 83, résonne aujourd'hui de façon troublante avec nos émissions de télé-réalité où l'humiliation, la souffrance et la prise de risque sont devenus des ingrédients standards. C'est assez curieux parce que on était bien avant la télé-réalité. On était vraiment très, très avant la télé-réalité. Et quand le film a été tourné en 1984, c'était un film de science-fiction qui se passait d'ailleurs en 2004. Il était situé dans un pays imaginaire. On a tourné dans les quartiers ultramodernes de Belgrade. Ultra-moderne, mais avec cette impersonnalité communiste, c'est-à-dire on était nulle part. Et on n'avait pas du tout joué la carte de la science-fiction avec des effets spéciaux, des trucs comme ça. C'était purement moral et social, ce bond en avant. Mais le film avait indiscutablement un côté prophétique, puisque quelque temps après avoir été un film de science-fiction qui se passait donc en 2004, bien que tourné en 1984, c'est assez rapidement devenu un documentaire sur TF1. Alors que ça a été tourné comme un film de science-fiction. Le personnage du présentateur Frédéric Mahler, joué par Michel Piccoli, incarne parfaitement cette télévision cynique. Toujours vêtu de blanc, contrastant avec la noirceur morale de l'émission, il manipule avec virtuosité les émotions du public, alternant moments de tension et séquences humanitaires pour donner bonne conscience aux spectateurs. Ce double jeu dénonce l'hypocrisie des médias qui prétendent s'inquiéter du sort des défavorisés tout en exploitant leur misère pour le divertissement. Les sponsors et la publicité sont omniprésents dans le film, rappelant que derrière le spectacle se cache une logique économique implacable. Les coupures publicitaires rythment l'émission et le présentateur s'assure de maintenir l'attention du public pour maximiser l'audience pendant ces interruptions commerciales. Cette critique de la marchandisation de l'humain est d'autant plus pertinente aujourd'hui à l'heure où les plateformes de streaming et les réseaux sociaux ont poussé encore plus loin cette logique de captation de l'attention. La dimension politique du film est également frappante, en montrant comment les classes populaires sont poussées à s'entretuer pour le divertissement des plus aisés. Boisset dénonce un système où la violence sociale est détournée et canalisée par le spectacle.
Les chasseurs, comme le gibier, appartiennent tous à la même classe sociale précaire, empêchant toute solidarité ou révolte contre le véritable système d'exploitation. Mais la critique la plus dérangeante concerne peut-être le public lui-même. Le film nous montre des spectateurs fascinés par la violence, complices par leur regard de ce système déshumanisant. Cette mise en abîme nous renvoie à notre propre position de spectateur et nous interroge sur notre complicité face aux formes contemporaines de divertissement exploitant la souffrance d'autrui. Ce qui fait la force du Prix du danger, c'est qu'il ne se contente pas de dénoncer les producteurs ou les institutions, il établit clairement une responsabilité collective en renvoyant dos à dos l'État, les médias et le public, chacun contribuant à la banalisation et à la marchandisation de la violence. 40 ans après sa sortie, le Prix du danger résonne avec une acuité troublante dans notre paysage médiatique contemporain. Ce qui semblait relever de la dystopie en 1983 s'est progressivement inscrit dans notre réalité quotidienne, confirmant la vision prophétique d'Yves Boisset. La télé-réalité, apparue à la fin des années 90 et devenue depuis un pilier des grilles de programme, a repris de nombreux éléments que le film annonçait. Des émissions comme Fear Factor, Survivor ou Koh-Lanta exploitent la souffrance, la peur et l'humiliation des candidats pour le divertissement du public. Si ces programmes ne vont pas jusqu'à mettre en scène la mort réelle des participants, ils jouent néanmoins sur les mêmes ressorts émotionnels, voyeurisme, suspense, identification et fascination morbide. Mais c'est l'affaire Dropped qui révèle le parallèle le plus glaçant avec les prédictions du film de Boisset. Le 9 mars 2015, en Argentine, 2 hélicoptères utilisés pour le tournage de cette émission de télé-réalité de TF1 entrent en collision, causant la mort de 10 personnes, dont les sportifs français Florence Artaud, Camille Muffat et Alexis Vastine. Cette tragédie, qui reste la plus grande catastrophe de l'histoire de la télé-réalité française, fait écho de façon troublante à la séquence du film où les candidats doivent survivre au crash de leur avion lors des épreuves de sélection. Le lendemain de l'accident, un moment d'une indécence saisissante se produit. Louis Baudin, présentateur météo de TF1 et animateur prévu de l'émission, réalise un duplex en direct au journal de 20h, filmé devant la carcasse encore fumante de l'un des hélicoptères accidentés. Cette séquence, qui provoque un tollé sur les réseaux sociaux, illustre parfaitement les mécanismes dénoncés par le Prix du danger. La transformation de la mort réelle en spectacle médiatique, l'exploitation du drame pour maintenir l'audience et l'indécence assumée du système télévisuel. Face à la polémique, TF1 présente ses excuses par la voix de Catherine Neil, directrice de l'information, qui rejette la responsabilité sur un prestataire extérieur. Exactement le type de déresponsabilisation cynique que dénonçait déjà Boisset en 83. Louis Baudin lui-même reconnaîtra plus tard sa terrible erreur, parlant d'un malheureux concours de circonstances, mais le mal est fait. La prophétie du film s'est réalisée dans ce qu'elle avait de plus sordide. Les réseaux sociaux ont poussé encore plus loin cette logique en démocratisant la production et la diffusion de contenus à risque. Sur YouTube, TikTok ou Instagram, les challenges dangereux se multiplient, encourageant des comportements toujours plus extrêmes pour générer des vues et des likes. Des jeunes risquent littéralement leur vie pour quelques minutes de célébrité virtuelle dans une mécanique qui rappelle de façon saisissante celle du film de Boisset. La marchandisation de la violence et de la souffrance s'est également intensifiée. Les chaînes d'information en continu diffusent en boucle des images de catastrophes, d'attentats ou d'accidents, alternant avec des publicités, exactement comme le présentateur du Prix du danger qui manipule les émotions du public pour maintenir l'audience pendant les coupures commerciales. Les structures économiques qui sous-tendent cette exploitation ont elles aussi évolué dans le sens anticipé par le film. Les plateformes numériques ont développé des algorithmes sophistiqués pour capter et maintenir l'attention des utilisateurs, monétisant notre temps de cerveau disponible avec une efficacité que les producteurs du Prix du danger auraient envié. L'économie de l'attention est devenue le modèle dominant, transformant nos émotions, y compris les plus sombres, en marchandises. La dimension sociale de cette évolution est particulièrement frappante. Comme dans le film, ce sont souvent les plus précaires qui s'exposent dans ces spectacles de la souffrance, espérant gagner de l'argent ou une notoriété qui pourrait les sortir de leurs conditions. La télé-réalité, tout comme les défis sur les réseaux sociaux, reproduit ou accentue les inégalités sociales tout en donnant l'illusion d'une possible ascension. Plus inquiétant encore, la frontière entre fiction et réalité s'est progressivement estompée. Des émissions comme Confessions intimes ou Striptease brouillaient délibérément les limites entre documentaire et mise en scène, tandis que les fake news et les deepfakes rendent de plus en plus difficile la distinction entre le vrai et le faux. Cette confusion était déjà au cœur du Prix du danger, où le jeu télévisé
se présentait comme authentique alors qu'il était en réalité truqué. En ce sens, Le Prix du danger n'a pas seulement anticipé l'émergence de certains formats télévisuels, il a saisi une tendance profonde de notre société où le spectacle, la surveillance et la marchandisation convergent pour créer un système de divertissement toujours plus envahissant et déshumanisant. Le Prix du danger occupe une place unique dans la filmographie mondiale, mais il s'inscrit également dans une lignée d'œuvres qui, avant et après lui, ont exploré les dérives potentielles des médias et du divertissement. Cette mise en perspective nous permet de mieux saisir à la fois l'originalité de la vision de Boisset et son influence sur des productions ultérieures. La comparaison la plus évidente et la plus controversée est celle avec Running Man de Paul Michael Glaser avec Arnold Schwarzenegger. Les similitudes entre les deux films sont frappantes. Même prémisse d'un jeu télévisé mortel, même structure narrative, même critique de la société du spectacle. Ces ressemblances ne sont pas fortuites comme l'explique Yves Boisset lui-même. Le film qui a été très controversé, mais qui a été un très gros succès, a été plagié par, au cours d'une histoire rocambolesque d'ailleurs, par Schwarzenegger, qui a produit et interprété un film qui s'appelait Running Man et qui était très proche, on va dire, du Prix du danger, qui était un plagiat pur et simple. C'était théoriquement tiré d'une nouvelle de Stephen King, mais il y avait quelques lignes dans la nouvelle de Stephen King qui évoquaient ce thème de la chasse à l'homme télévisée. Et pour le reste, le film était vraiment un plagiat éhonté du Prix du danger. Malgré cette parenté étroite, les deux films diffèrent significativement dans leur approche. Running Man privilégie l'action et le spectacle avec une esthétique colorée et kitsch typique des blockbusters américains des années 80, là où le Prix du danger adopte un ton plus réaliste et sombre. Le personnage principal de Running Man, incarné par Schwarzenegger, est un ex-policier puissant et héroïque qui finit par renverser le système alors que François Jacquemart est un homme ordinaire dont la révolte s'avère vaine. Cette différence de traitement reflète deux visions du monde, l'optimisme américain face au pessimisme européen. Plus récemment, des œuvres comme The Truman Show, Battle Royale et la saga Hunger Games ont exploré des thématiques similaires, chacune avec sa sensibilité propre. The Truman Show met l'accent sur la manipulation de l'intimité et la quête d'authenticité, tandis que Battle Royale et Hunger Games développent davantage la dimension politique et dystopique du spectacle de la violence. La série Black Mirror, créée par Charlie Brooker en 2011, apparaît comme l'héritière la plus directe du Prix du danger. Des épisodes comme La Chasse ou 15 millions de mérites explorent les mêmes thèmes que les films de Boisset, la déshumanisation par les médias, la complicité du public et la marchandisation de la souffrance. La série pousse même plus loin la réflexion en y intégrant les nouvelles technologies numériques absentes du film de 83 mais qui ont depuis amplifié les tendances qu'il dénonçait. Plus récemment encore, la série sud-coréenne Squid Game a repris le concept de jeu mortel en l'inscrivant dans le contexte de la précarité économique contemporaine. Comme dans le Prix du danger, les candidats sont poussés par le désespoir à risquer leur vie pour de l'argent, tandis qu'une élite privilégiée se délecte du spectacle de leur souffrance. Ce qui distingue le Prix du danger de toutes ses œuvres, c'est son positionnement chronologique. En 83, la télé-réalité n'existait pas encore, les réseaux sociaux étaient inconcevables et la société du spectacle, décrite par Guy Debord, commençait tout juste à prendre son essor. La vision de Boisset était donc véritablement prophétique, là où les productions ultérieures ont pu s'appuyer sur des phénomènes déjà observables. Cette comparaison avec d'autres œuvres ne fait que confirmer la pertinence et la lucidité du Prix du danger. En anticipant des évolutions sociétales majeures et en posant des questions éthiques fondamentales sur notre rapport aux médias et au spectacle, le film de Boisset a ouvert la voie à toute une lignée d'œuvres critiques qui continuent aujourd'hui encore d'interroger notre fascination collective pour la violence médiatisée. Le Prix du danger occupe une place singulière dans l'histoire du cinéma français. 40 ans après sa sortie,
le film continue de résonner avec une troublante actualité et a connu un destin aussi riche que mouvementé. Le succès initial du film, avec près de 1,4 million d'entrées, confirme que Yves Boisset avait touché une corde sensible chez les spectateurs français de l'époque. Mais c'est surtout avec le temps que son statut s'est confirmé, passant de simple thriller d'anticipation à véritable manifeste contre les dérives médiatiques. Au fil des années, le film est devenu culte, régulièrement cité comme précurseur de la critique de la télé-réalité et des médias contemporains. Paradoxalement, le film a connu une longue période d'indisponibilité conséquente directe de la controverse qu'il a opposée à Running Man. Comme le raconte Boisset, cette affaire de plagiat s'est transformée en un interminable feuilleton judiciaire. Et après, le film qui a été très controversé, mais qui a été un très gros succès, a été plagié par, au cours d'une histoire rocambolesque d'ailleurs, par Schwarzenegger, qui a qui a produit et interprété un film qui s'appelait Running Man et qui était très proche, on va dire, du Prix du danger, et qui était un plagiat pur et simple. C'était théoriquement tiré d'une nouvelle de Stephen King, mais il y avait quelques lignes dans la nouvelle de Stephen King qui évoquaient ce thème de la chasse à l'homme télévisée. Et pour le reste, le film était vraiment un plagiat éhonté du Prix du danger. Ce procès, qui s'est étendu sur une décennie, s'est finalement soldé par une victoire en demi-teinte pour Boisset, avec une compensation financière modeste qui couvrait à peine les frais de justice. Mais l'ironie de cette affaire est que ce litige a contribué à renforcer l'aura du film. La comparaison constante avec Running Man a permis de mettre en lumière l'originalité et la profondeur de l'œuvre française face à son homologue hollywoodien. Si vous voulez faire un procès, vous faites un procès. Si vous avez moyen de faire un procès à la Fox et à Schwarzenegger, allez-y. Donc, moi, j'ai fait un procès avec des produits régionaux. J'ai fait le procès à Paris. Parce que, je m'étais renseigné. À l'époque, on n'avait pas le droit de vendre un procès à un cabinet d'avocats comme on a le droit de le faire maintenant. Et donc, à l'époque, avant de lancer quoi que ce soit, il aurait fallu, pour dire bonjour à un grand cabinet d'avocats new-yorkais, ça m'a coûté 50, 100 000 $. Absolument pas les moyens de faire ça. J'ai fait le procès à Paris. Ça a duré exactement 11 ans. 11 ans d'appel en contre-appel. Et la Fox envoyait... il y a eu je ne sais pas combien d'audiences. Les juges ont vu les deux films, ont comparé les deux films. À chaque fois, les avocats de la Fox venaient en concorde, à 4 ou 5, passaient une semaine à l'hôtel Georges V, et étaient payés, je présume, confortablement. Et le procès a dû coûter à la Fox une fortune. Mais pour les juges, au bout de 11 ans, ils ont établi que c'était vraiment un plagiat. Et ils m'ont donné, je crois, 1 500 000 francs. Bon, pour 11 ans, ce n'était pas énorme. Et le procès, même en faisant très attention, et avec des avocats qui ont été sympas, qui ne m'ont pas matraqué, ça m'a coûté, finalement, l'argent que j'ai touché était un tout petit peu plus que ce que m'a coûté le procès. Et du coup, les deux films ont été gelés. Le Prix du danger a jamais été diffusé en DVD et ne passe jamais à la télé, pas plus d'ailleurs que Running Man. Mais c'est bien qu'il ne passe plus. C'est un film qui a vraiment beaucoup marqué les gens.
Beaucoup de gens m'en parlent de ce film. Le Prix du danger se révèle, au terme de cette analyse, comme une œuvre dont la portée dépasse largement le cadre du simple divertissement ou même de la critique sociale de son époque. En anticipant les dérives de notre société médiatique avec une précision troublante, Yves Boisset a signé un film dont la pertinence n'a cessé de croître avec les années. À travers sa mise en scène implacable, son récit sans concession et ses personnages archétypaux mais profondément humains, le film nous confronte à nos propres contradictions. Il nous invite à questionner notre fascination pour le spectacle de la violence et notre complicité en tant que spectateur dans un système qui transforme la souffrance en divertissement et l'humain en marchandise. La force du film réside dans sa capacité à conjuguer l'efficacité narrative du thriller avec la profondeur de la réflexion politique et sociale. En nous montrant un jeu télévisé où un homme ordinaire est traqué pour le plaisir des téléspectateurs, Boisset ne se contente pas de dénoncer les dérives potentielles des médias, il interroge les fondements mêmes de notre société du spectacle et les mécanismes qui les sous-tendent. Dans un monde où les frontières entre réalité et fiction, information et divertissement, vérité et mensonge deviennent de plus en plus poreuses, le Prix du danger nous offre un miroir dérangeant mais nécessaire. Il nous invite à repenser notre rapport aux médias, non pas comme des consommateurs passifs, mais comme des citoyens responsables, capables de résister à la manipulation et à la spectacularisation de la violence. 40 ans après sa sortie, le film de Boisset continue de nous interpeller et de nous mettre face à nos responsabilités, car la question qu'il pose reste d'une brûlante actualité. Dans cette spirale infernale où le spectacle cherche sans cesse à repousser ses limites et où nous sommes tentés de le suivre, où placerons-nous collectivement et individuellement la frontière de l'acceptable? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la partager. On se dit à très vite pour une prochaine. Salut!